Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a pris part aujourd'hui à la retraite annuelle de la Société internationale des finances. Et le président égyptien a déclaré que son pays mettrait tout en œuvre pour garantir que le cessez-le-feu à Gaza soit pleinement appliqué. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce matin à la retraite annuelle de la Société internationale des finances, organisée à Leila Hotel. Cette branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé a choisi Djibouti pour la première fois comme hôte de cet événement d'envergure. Plus de 180 participants, parmi lesquels des décideurs influents et des experts donc en finance internationale se sont réunis dans la capitale djiboutienne. Cette rencontre illustre la reconnaissance croissante de Djibouti comme un acteur clé du développement économique dans la Corne de l'Afrique. Lors de cette retraite annuelle, l'IFC a réaffirmé son engagement à soutenir une croissance durable du secteur privé à Djibouti. Les discussions ont mis l'accent sur l'importance d'élargir l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, de renforcer le commerce régional et d'améliorer la sécurité alimentaire grâce à une logistique plus efficace au niveau du principal port du pays. Par ailleurs, l'IFC, en partenariat avec la Banque centrale de Djibouti, a annoncé un projet de modernisation du registre des garanties immobilières. Cet outil, destiné aux institutions financières, vise à faciliter l'accès au financement pour les PME, notamment celles détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs, souvent confrontés à des conditions informelles. Cette rencontre qui s'est déroulée sur une semaine a permis de tracer les grandes ambitions de Djibouti en diversifiant ses ressources et en renforçant ses infrastructures. Le pays aspire à devenir un modèle de transformation économique pour l'Afrique. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. À noter que l'IFC est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Présente dans plus de 100 pays, elle mobilise son capital, son expertise et son influence pour créer des opportunités dans les pays en développement. Lors de l'exercice 2024, l'IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars pour soutenir les entreprises privées et les institutions financières dans ces régions. Extrait du discours du vice-président de l'IFC. Nous ne sommes pas venus seuls, nous travaillons, comme vous le savez, de plus en plus avec nos amis du groupe de la Banque mondiale et j'ai eu le grand honneur d'être accompagné de 5 autres vice-présidents du groupe de la Banque mondiale et je tiens vraiment à les remercier d'être là. Nous avons les 3 vice-présidents régionaux de la Banque mondiale. Cette semaine, nous avons passé un certain temps évidemment à réfléchir sur le travail que la SFI peut faire en Afrique et nous avons voulu vraiment réfléchir aussi à ce qui se passe à Djibouti et utiliser ça comme un exemple de développement. Nous avons vu ce matin, Monsieur le ministre nous a présenté l'évolution économique du pays au cours des dernières 20 années et de voir les progrès extraordinaires que ce pays a fait. Nous avons aussi un panel très intéressant sur Invest in Djibouti, où nous avons aussi été, on nous a soumis au défi de dire faites plus ici, venez et faites plus et nous vous écoutons et vous pouvez compter sur nous. Cette semaine, nous avons eu l'occasion de signer 2 accords, un accord avec la Banque centrale, je remercie le gouverneur, avec qui nous travaillons extrêmement bien sur le développement du secteur financier djiboutien. Nous avons signé un accord avec un investisseur turc qui va investir dans le secteur des ports ici à Djibouti.
L'accueil de cette retraite stratégique annuelle à Djibouti revêt une importance particulière, comme l'a souligné le président de la République. Dans un monde en mutation rapide, notre nation incarne, a-t-il dit, à bien des égards, tant les défis que les opportunités qui caractérisent la Corne de l'Afrique aujourd'hui, suivant la première partie de l'intervention du chef de l'État. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'accueil de cette retraite stratégique annuelle de l'AFC à Djibouti revêt une signification particulière. Dans un monde en mutation rapide, notre nation incarne à bien des égards tant les défis que les opportunités qui caractérisent la Corne de l'Afrique aujourd'hui. Parlons franchement des réalités qui façonnent notre région. Dans toute la Corne de l'Afrique, nous faisons face à des vulnérabilités communes. Catastrophes naturelles, instabilité économique, insécurité et fragilité face aux défis régionaux. Notre nation est aussi particulièrement exposée aux effets du changement climatique qui menace nos communautés pastorales et exacerbe les tensions transfrontalières. Ces défis ne sont pas uniquement les nôtres. Cependant, ils nous touchent plus fréquemment et nous devons nous rappeler que derrière chacun de ces défis se trouvent des vies, des aspirations et un potentiel inexploité. Pourtant, au cœur de ces défis réside une remarquable résilience. Notre économie a démontré sa force avec une croissance projetée à 5,9% en 2024. Cette performance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision stratégique claire et d'actions décisives. Au cœur de cette transformation économique se trouve le partenariat public-privé, véritable catalyseur de nos secteurs stratégiques. Notre collaboration avec l'AFC dans le développement d'installations portuaires modernes illustre parfaitement cette synergie. Ces partenariats ne sont pas de simples arrangements contractuels. Ils représentent une nouvelle philosophie de développement où les forces du marché et l'action publique se conjuguent pour créer de la valeur partagée. La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité impérative pour notre compétitivité. Un récent financement de 20 millions de dollars soutient notre modernisation numérique, marquant notre engagement vers une économie digitale inclusive. Cette transformation numérique doit irriguer l'ensemble de notre tissu économique, permettant à nos entreprises de rivaliser sur les marchés régionaux et mondiaux. Pour soutenir cette ambition, nous avons entrepris des réformes structurelles profondes. La refonte de notre code des investissements et la simplification de nos processus administratifs ne sont pas de simples ajustements techniques. Ils représentent une refondation de notre environnement des affaires. Ces réformes s'imposaient face à nos défis de développement et à l'urgence d'attirer des investissements productifs. L'accompagnement institutionnel constitue la clé de voûte de cette transformation. Notre projet de modernisation des infrastructures de crédit illustre notre engagement à faciliter l'accès au financement pour le secteur privé. Nous devons aller plus loin en développant des mécanismes de financement innovants qui répondent aux besoins spécifiques de nos entreprises, particulièrement dans les secteurs porteurs d'avenir. Et dans la suite de son discours, le président Ismaël Omar Guelleh a salué le rôle déterminant et le soutien substantiel apporté par la Société internationale au développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'AFC a un rôle transformateur à jouer
dans notre développement. Permettez-moi d'articuler 3 axes d'intervention prioritaires et qui nécessitent notre engagement immédiat. Le premier concerne le développement de notre tissu entrepreneurial local. Notre développement est actuellement entravé par des coûts énergétiques élevés, un secteur de l'emploi victime d'inadéquations structurelles et un secteur informel important. La solution réside dans une approche intégrée, combinant des lignes de crédit adaptées à nos PME, des programmes de formation technique robustes et un accompagnement vers la formalisation. Ces mesures ne sont pas simplement des solutions techniques, elles représentent la clé de notre transformation économique. Le deuxième axe concerne l'intégration régionale. L'initiative pour la Corne de l'Afrique vise à approfondir cette intégration et à promouvoir la croissance économique et la stabilité. Cette initiative doit être renforcée par une harmonisation audacieuse de nos cadres réglementaires et le développement de nos corridors économiques régionaux. L'AEFC peut jouer un rôle particulier en facilitant les investissements transfrontaliers qui connecteront nos économies et créeront des chaînes de valeur régionales. Le troisième axe, peut-être le plus urgent, concerne notre résilience climatique. Notre région est extrêmement vulnérable au changement climatique. Cette vulnérabilité exige une réponse ambitieuse, un programme massif d'investissement dans les énergies renouvelables, couplé à une modernisation climatique résiliente de nos infrastructures. L'agriculture, secteur vital pour notre région, doit être repensée à travers le prisme de l'innovation, adaptation climatique. L'AEFC a déjà démontré son engagement à travers l'initiative pour la fragilité en Afrique, mais l'ampleur de nos défis appelle à une ambition renouvelée. Notre espace budgétaire reste limité face à nos besoins en développement. Cette réalité exige des solutions financières innovantes et un engagement plus profond de nos partenaires. La position unique de Djibouti à la croisée des continents nous confère une responsabilité particulière. Notre rôle de plateforme régionale pour le commerce et la logistique fait de nous un laboratoire naturel pour tester et déployer des solutions innovantes qui pourront être appliquées dans toute la région. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'établir un nouveau paradigme de développement pour notre région. Nous proposons la création d'un mécanisme de financement dédié à la Corne de l'Afrique, soutenu par une assistance technique renforcée et des instruments financiers adaptés à nos contextes fragiles. Ces outils doivent être conçus non pas comme des solutions isolées, mais comme les piliers d'une transformation systémique. Notre vision est claire, consolider la transformation de Djibouti en un hub d'investissement régional. Cette ambition n'est pas simplement la nôtre, elle représente une opportunité pour toute la région, une chance de démontrer qu'un développement inclusif et durable est possible même dans les conditions les plus complexes. L'histoire jugera nos actions, non pas à l'aune de nos paroles, mais à celle de nos réalisations concrètes. Le moment est venu de transformer les défis de notre région en opportunités de croissance inclusive. Que les travaux de cette retraite marquent le début d'une nouvelle ère de collaboration entre l'AEFC et la Corne de l'Afrique. Je vous remercie.
En marge de la retraite annuelle de la Société internationale des finances, branche de la Banque mondiale, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les membres du groupe de la Banque mondiale, conduit par le vice-président de l'AFC, Sergio Pimenta. Lors de cet entretien, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment l'importance de cette retraite annuelle pour traiter les enjeux liés à la transformation économique en Afrique. Les représentants de la Banque mondiale ont salué les progrès réalisés par Djibouti dans divers secteurs stratégiques qui constituent des moteurs de transformation économique pour le pays et la région. Ils ont également réitéré leur engagement à accompagner Djibouti dans ses projets stratégiques et à renforcer leur partenariat. Les discussions ont porté sur des orientations stratégiques clés visant à accroître les échanges et les investissements dans des secteurs prioritaires tels que le secteur privé et les infrastructures portuaires et consolider les relations entre Djibouti et la Banque mondiale pour encourager ainsi une coopération plus fructueuse. Le président de la République a pour sa part souligné l'importance des efforts conjoints pour créer un environnement propice aux investissements et promouvoir des partenariats stratégiques avec la Banque mondiale dans des domaines variés. À la une également, la réunion de l'équipe de leadership Afrique de l'AFC s'est également tenue aujourd'hui. Un moment fort de cet événement a été la journée intitulée Investir à Djibouti, où le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyes Moussa Douale, a mis en avant les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le pays. Lors de son intervention, M. Douale a insisté sur plusieurs points clés. La position géographique stratégique de Djibouti, carrefour commercial entre l'Afrique et le Moyen-Orient, en fait un hub majeur pour le transport maritime et la logistique. Le plan ambitieux, donc Vision 2035, qui vise à transformer le pays en centre régional pour le commerce et les services financiers avec des investissements conséquents dans les infrastructures et la digitalisation. Le rôle central du secteur privé dans le développement économique avec l'AFC comme partenaire essentiel donc, pour catalyser ces investissements. Les discussions ont également ont exploré les secteurs prioritaires pour les investissements, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables, les technologies, le tourisme et les services numériques. Cette réunion a renforcé le dialogue entre le gouvernement djiboutien et l'IFC tout en mettant en lumière l'engagement de Djibouti à stimuler les investissements privés, la coopération accrue avec des partenaires internationaux pour atteindre donc les objectifs économiques fixés. En conclusion, cet événement a donc non seulement reflété les ambitions économiques du gouvernement, mais également son désir de collaborer avec l'AFC pour concrétiser sa vision de développement. Je vous le disais à l'instant, donc le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, a indiqué que Djibouti présente des opportunités exceptionnelles dans les infrastructures, les énergies renouvelables, le tourisme, la logistique et les technologies. Nous l'écoutons. En termes de capacité, en termes d'infrastructures de télécommunications, c'est Djibouti, Égypte, ensuite les autres viennent. Nous avons également une contradiction un peu difficile à gérer. Nous sommes le pays qui a une stabilité et qui accueille toutes les personnes, des réfugiés, des migrants et toute la région ici dans cette partie du monde. En conséquence, nous nous retrouvons un taux ou un ratio réfugiés par rapport à la population les plus élevés ou un des plus élevés d'Afrique. La même chose par rapport à la migration. Nous vivons d'autres dualités un peu plus malheureuses, ou des contradictions un peu plutôt malheureuses d'un point de vue climatique, par exemple. Nous avons deux extrêmes du climat à Djibouti. Nous avons pendant 4 ans, 5 ans, presque zéro pluie. C'est quelque chose que nous connaissons. Et soudainement, nous avons des précipitations, d'un taux de précipitation
ce que nous devrions avoir sur une année, nous le recevons de temps en temps sur un jour ou sur 2 jours. Donc vous pouvez imaginer les dégâts que cela puisse causer. Et le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale a procédé hier au lancement officiel du rapport. Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie le ministre a reçu la délégation de l'AFC. Les discussions ont porté sur le dialogue entre le gouvernement djiboutien et l'AFC, tout en mettant en lumière l'engagement de Djibouti à stimuler les investissements privés, la coopération accrue avec des partenaires internationaux pour atteindre les objectifs économiques fixés. Cette réunion a donc non seulement reflété les ambitions économiques du gouvernement, mais également son désir de collaborer. Dans l'actualité économique, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale a procédé hier au lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement. Explication. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, a organisé le lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement. L'événement s'est tenu hier après-midi dans la salle des conférences au Centre Clé. La cérémonie de lancement officiel du rapport national sur le climat et le développement a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, et a vu la participation de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Cet événement a réuni des membres du gouvernement, de représentants des organisations internationale, de vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et le vice-président de la Société financière internationale pour la région d'Afrique ainsi que le vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements et d'experts en climat et développement ainsi que des acteurs locaux et des membres de la société civile. Cet événement marque une étape importante dans l'engagement de Djibouti à répondre aux défis du changement climatique tout en poursuivant ses objectifs de développement durable. Les rapports nationaux sur le climat et le développement constituent une évaluation détaillée des impacts du changement climatique sur le secteur clé du pays, tels que l'agriculture, l'eau, la santé, l'éducation, le tourisme et les infrastructures. Il présente également des stratégies et des actions proposées pour renforcer la résilience des communautés face aux effets du climat tout en assurant une croissance économique durable. Ces rapports tracent une feuille de route pour développer des infrastructures résilientes, renforcer la sécurité hydrique et alimentaire et diversifier l'économie grâce aux énergies renouvelables. Une position stratégique des priorités clés que Djibouti, plaque tournante régionale dans la Corne de l'Afrique, concentre son activité économique sur la capitale côtière. Cet événement célèbre la réalisation d'une initiative multidisciplinaire qui a été entamée il y a plus d'une année et qui a bénéficié de l'expertise de plusieurs unités du groupe de la Banque mondiale et surtout de la contribution de nombreux acteurs de l'État, certains d'entre vous présents ici aujourd'hui. En particulier, j'aimerais ici remercier et marquer la contribution des points focaux, des ministères sectoriels. Vous êtes dans la salle, donc merci beaucoup pour la contribution que vous avez faite dans l'élaboration de ce rapport. Et suivons donc un extrait du discours du vice-président de la Société financière internationale. Je suis vraiment très content d'être là, de vivre cette visite pour également participer à ce lancement d'un rapport qui, à mon avis, est un rapport important parce qu'il ramène 2 sujets qui sont extrêmement liés, qui sont les questions de résilience et les questions de climat. On a parfois tendance à penser que ce sont 2 sujets qui sont indépendants, mais en réalité, ils sont profondément liés, un peu comme 2 faces de la même médaille. Quand on regarde les questions de risque climatique pour Djibouti, on se rend bien compte que c'est un des pays, non seulement de l'Afrique, mais du monde, qui est en fait soumis de façon les plus fortes au risque climatique. Or, la résilience de Djibouti est importante pour sa population, mais est aussi importante pour la région. Djibouti joue un rôle de plaque centrale, non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais entre l'Afrique et les régions avoisinantes. Et donc, quand on parle de résilience et qu'on parle de résilience aux questions climatiques, la problématique de comment on adresse cette question à Djibouti devient encore plus importante. L'importance
qui est à souligner. Je crois que le rapport indique un certain nombre de non-montants, quels sont les montants qui sont nécessaires, quelles sont les mesures qui sont nécessaires, les réformes qui sont importantes et nécessaires. On parle de plus de 2,8 milliards de dollars nécessaires pour couvrir les besoins d'ici 2035. Il s'agit de montants très importants. Et nous savons tous que le secteur public ne sera pas à même de couvrir tous ces besoins. Et voici également l'intervention du ministre de l'Environnement. Permettez-moi de louer aussi l'excellente collaboration entre nos deux ministères. Il me plaît aussi d'adresser mes félicitations à la Banque mondiale pour ses appuis techniques et financiers pour la réalisation de ces documents, qui est un document essentiel pour le rapport sur le climat qui a été déjà réalisé par mon département quand on parle des CDN. À l'instar des autres pays de l'Afrique, Djibouti, la République de Djibouti est vulnérable aux effets des changements climatiques, on le sait tous, qui impactent négativement la santé, l'éducation, l'environnement, les infrastructures, la paix, la sécurité, les secteurs essentiels pour le développement socio-économique, bien sûr l'agriculture et aussi le tourisme. Conscient du défi qui nous attend tous, posé par les changements climatiques pour la durabilité des trajectoires de développement durable, la nécessité d'anticiper de risques liés à ces problématiques multidimensionnelles, Djibouti, à travers mon département, s'est attelé depuis des décennies à la mise en place de mesures de lutte contre le changement climatique. Pour concrétiser cet engagement, plusieurs instruments et outils ont été développés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Il s'agit, entre autres, de documents de référence sur le climat, tels que les 3 communications nationales sur le changement climatique, respectivement en 2001, en 2014 et en 2021. Le plan d'action national d'adaptation au changement climatique, qu'on appelle PANA, en 2006, de la contribution déterminée au niveau national CDN en 2016, la contribution déterminée et la stratégie nationale sur le changement climatique en 2012, des rapports sur l'évaluation nationale et des besoins en technologie en 2022, des rapports sur les projections des scénarios climatiques et des études vulnérables en 2022 et de la contribution CDN-R révisée en 2024. Et prenons la parole à son tour, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa-Douale, a souligné l'objectif de Djibouti atteindre 100% d'énergie renouvelable. On l'écoute. Au-delà de ces rapports avec la banque, tout à l'heure le ministre de l'Environnement a évoqué, c'est des jargons que j'ai appris au fil du temps, hein. Il y a eu la production de rapports CND, c'est la contribution nationale déterminée. Voilà. Et pour dire que vraiment, pendant une longue période, nous avons travaillé en silo. Chacun a travaillé un peu sur son sujet. Et nous-mêmes, d'un point de vue stratégique, on considérait le sujet de l'environnement, ou en tout cas le sujet de l'environnement ou du climat, un sujet comment on appelle ça encore, de forêt, de la réforestation ou du développement des mangroves et autres, toute la dimension sociale, économique, nous ne l'apprécions pas à l'époque. Il se trouve que nous avons une équipe nationale très solide maintenant, qui a une vision commune et qui va de plus en plus agir en équipe. Pourquoi? Parce que la question du climat est devenue un sujet transversal par excellence. Le secteur de l'énergie a un rôle à jouer. L'habitat, on a besoin de la mobilité urbaine. Tout à l'heure, j'ai parlé des routes. Nous avons un sérieux problème de mobilité urbaine à Djibouti. Ça fait partie de l'adaptation climatique. Nous avons également la résilience et surtout la sécurité et la sûreté alimentaire de Djibouti, qui nous est très chère. On a vu les crises du Covid, mais également les différentes crises qui ont fait qu'il y a eu des ruptures extrêmement violentes en termes d'approvisionnement sur la chaîne logistique mondiale.
y compris dans les conflits de la région, avec des ruptures d'approvisionnement que nous avons observées à plusieurs reprises ici à Djibouti pour voir le kilo de l'oignon. Donc l'adaptation va être tout azimut sur différents secteurs. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a rencontré aujourd'hui la présidente de la République unie de Tanzanie. Lors de cet entretien, le ministre des Affaires étrangères a remis un message écrit du président de la République. La présidente a exprimé ses salutations au président Guelleh, saluant son leadership qui a permis à Djibouti de rester un pilier de paix et de stabilité en Afrique de l'Est. Les discussions ont également porté sur les relations bilatérales avec un accent sur la coopération dans le maintien de la paix en République démocratique du Congo et en Centrafrique. La présidente Samia Hassan a mis en avant la vision partagée des deux pays pour l'avenir de l'Afrique. Le chef de la diplomatie djiboutienne a exposé sa vision pour une Afrique plus intégrée, pacifique et prospère en soulignant 4 priorités: renforcer la paix et la sécurité, mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine, promouvoir l'égalité des genres et instaurer des quotas pour les femmes, et enfin développer des programmes pour la jeunesse, la santé et l'éducation. Au cœur des régions de l'intérieur, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit une tournée marquée par des inaugurations d'écoles, symbole d'un engagement fort pour une éducation équitable et exclusive à Djibouti. Samata Saïd nous fait le point. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a poursuivi sa tournée dans les régions de l'intérieur. Après une étape marquante à Dikil, il a mis le cap sur Ali Sébié. C'est dans le cadre de la politique éducative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'inscrivent les séries d'inauguration d'infrastructures scolaires que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entreprend dans les régions de l'intérieur. Cette politique vise à réduire les disparités géographiques et à garantir à chaque enfant qu'il vive un accès à une éducation de qualité. Cette politique met également l'accent sur des réformes structurelles profondes pour bâtir une école citoyenne ancrée dans la culture et l'histoire djiboutienne. L'accès universel à l'éducation de base a été renforcé par la gratuité et l'obligation de l'enseignement fondamental, ce qui a considérablement augmenté les taux de scolarisation au primaire. Par ailleurs, des initiatives visant à promouvoir l'équité et l'inclusion, notamment la parité entre les sexes, la scolarisation des enfants à besoins spécifiques et des programmes d'éducation d'accélérer, permettent aux enfants non scolarisés ou ayant interrompu leur étude de réintégrer le système éducatif ont été mis en place. À Ali Sébié, aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, du président, du préfet, des parlementaires de la région ainsi que des représentants de l'UNICEF, de la directrice de Qatar Charity, le ministre a procédé à l'inauguration officielle de plusieurs édifices éducatifs. D'abord, il s'est rendu à Galilée, où il a inauguré une école primaire construite en 2022. Cet établissement moderne doté d'équipements flambant neufs offre un environnement propice à l'apprentissage. L'école comprend plusieurs salles de classe, une classe préscolaire ainsi qu'un réfectoire conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Après avoir dévoilé la plaque symbolisant l'inauguration, le ministre a pris le temps d'échanger avec le comité de gestion de l'école et les représentants. Ainsi, la population locale, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette réalisation qui marque une avancée majeure dans l'éducation de leurs enfants. Cependant, ils ont également souligné le besoin urgent d'électricité pour le fonctionnement optimal de l'école. En réponse, le ministre a rassuré les habitants en réaffirmant que l'électrification de l'école est une priorité, qu'elle interviendra dans le plus bref délai. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser la population de l'importance de l'éducation pour tous, notamment pour les enfants issus des familles nomades, les jeunes filles. Investir dans l'éducation des filles, c'est investir dans l'avenir de nos communautés, a-t-il déclaré. Cette inauguration traduit l'engagement du ministère et de ses partenaires à promouvoir un accès équitable à l'éducation dans toutes les régions du pays, en surmontant les défis liés à l'éloignement géographique et aux disparités sociales. Par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a supervisé les travaux d'extension de l'école dédiée aux enfants à besoins spéciaux à Ali Sébié. Cet établissement accueille des enfants malentendants ainsi qu'atteints d'autisme et de trisomie 21, offre un environnement adapté à leur épanouissement éducatif. Lors d'une réunion entre le ministre et les parents d'élèves, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés tout en soulignant le besoin de répondre à la demande croissante d'accueil pour les enfants à besoins spéciaux dans la région. Sensible à cette doléance, le ministre a annoncé un projet ambitieux,
la construction d'une école spécialisée à Alicebié. Cette future infrastructure comprendra une trentaine de classes et sera conçue pour accueillir des enfants avec divers types d'handicap, renforçant ainsi l'inclusion et l'équité dans les régions. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du MENFOP de garantir une éducation pour tous, adaptée aux besoins de chaque enfant, tout en répondant aux attentes des familles et des communautés locales. Par la suite, le ministre et sa délégation se sont rendus à Gadid, où ils ont inauguré une nouvelle école primaire, un projet longtemps attendu par les bénéficiaires. À l'arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par les habitants et les autorités de la région, témoignant ainsi de l'importance de cette infrastructure pour la communauté. Lors de l'inauguration, le ministre a procédé au dévoilement de la plaque symbolisant l'ouverture officielle de cette école, un moment marquant qui a suscité l'émotion et la reconnaissance des bénéficiaires. La population représentée par les parents d'élèves et les responsables locaux ont exprimé leur profonde gratitude envers le ministre, soulignant que cette école représente la concrétisation de leur rêve, offrir à leurs enfants une éducation de qualité dans un cadre adapté. Écoutons l'intervention de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Je m'appelle Beate et je vais vous dire salam alaikum. Je suis très émue d'être ici parmi vous aujourd'hui et je suis très très fière d'être ici à côté de l'excellence Monsieur le ministre. En tant que l'UNICEF, on est ensemble chef de file pour le secteur d'éducation. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un modèle phare ici pour une école rurale intégrée. État intégré, comme on peut le voir, pas seulement l'éducation, mais aussi la nutrition, la santé, la protection, l'eau, l'assainissement et tous les éléments qu'on a mentionnés. Je voudrais aussi parler de MGF parce que je sais que la communauté font des efforts très, très grands pour abandonner la pratique. Et pour ça aussi, je vous félicite. J'ai vu, il y a un groupe de dames qui sont très investies et félicitations pour ça aussi. Et vous m'avez fait danser. Je danse ici beaucoup à Djibouti. J'aime la chante aussi. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué en voyant cet endroit donc aujourd'hui urbanisé et agrandi, je ne peux qu'être rempli de fierté. L'histoire retiendra ce moment, fruit d'une volonté inébranlable et d'un courage sans faille. Si nous avions renoncé sous prétexte de ne pas avoir les moyens, rien de tout cela n'aurait vu le jour. Mais par la grâce de Dieu et grâce à nos efforts conjoints, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer ce qui a été accompli. Pour moi, c'est un privilège de revenir à l'endroit où j'ai eu l'honneur de poser la première pierre. Voir cet espace se transformer en une ville prospère et une immense satisfaction. Je tiens à réaffirmer mon engagement à finaliser les travaux restants pour achever pleinement ce projet. Par ailleurs, concernant la situation des employés, nous avons déjà avancé sur cette question et les documents nécessaires sont en ma possession. Un parent d'élève a également soulevé une question pertinente tout à l'heure. Où en sommes-nous dans les progrès de cet établissement ? Il est essentiel de se demander combien d'enfants ont été inscrits cette année et de comparer ce chiffre à celui de l'année précédente. Ces données reflètent les progrès accomplis et les défis qui restent à relever. Eh bien, vous avez aussi pleinement le droit, en tant que parents, de nous demander des comptes sur la qualité de l'éducation, vérifier si les enseignants remplissent leur mission et si vos enfants reçoivent l'éducation qu'ils méritent. Si Dieu le veut, à la fin de cette nouvelle année scolaire, nous organiserons une grande cérémonie nationale pour déclarer que tous les enfants âgés de 6 à 10 ans sur l'ensemble du territoire sont scolarisés. Nous avons mis en place des mesures concrètes pour inclure chaque enfant, y compris ceux vivant avec un handicap ou ceux habitant dans des zones reculées. Des navettes scolaires seront mises à leur disposition en attendant la construction ou la réhabilitation de leur établissement. Nous avons également pensé aux jeunes djiboutiens qui ont dépassé l'âge scolaire. Pour eux, des programmes éducatifs adaptés à leur niveau ont été conçus afin qu'ils puissent reprendre leur apprentissage et s'insérer dans la société. Pour les enfants de 5 ans, je vous encourage vivement à les inscrire dès maintenant à l'école maternelle. Cet investissement dans leur éducation dès le plus jeune âge leur permettra de débuter leur parcours scolaire dans les meilleures conditions. Et enfin, j'espère avoir l'occasion de vous retrouver l'année prochaine pour évaluer ensemble les progrès réalisés et continuer à avancer vers une éducation inclusive et accessible à tous. Toujours concernant cette tournée du ministre de l'Éducation nationale, améliorer l'accès à l'éducation pour tous, un défi à relever avec succès grâce à des infrastructures modernes et une volonté politique affirmée. Samad Al-Saïd.
Dans l'actualité également, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a poursuivi sa tournée avec une seconde étape au village de Daï, où elle a inauguré un réservoir de 100 mètres cubes avec une adduction d'eau de 1000 mètres. À son arrivée sur le site, elle a été accueillie par le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, les députés de la région, notamment Ahmed Hassan, ainsi que par les habitants du haut plateau de Daï. Cette cérémonie d'inauguration symbolise un renforcement significatif des infrastructures hydrauliques existantes. Situé à 1500 mètres d'altitude, le plateau de Daï rencontrait donc depuis longtemps des difficultés d'accès à l'eau. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement et particulièrement à l'engagement du chef de l'État, cette problématique a pu être progressivement résolue, permettant à la population d'être approvisionnée en eau potable. Et face à une population croissante et de plus en plus active dans l'agriculture, il devenait indispensable d'adapter et d'étendre les infrastructures hydrauliques. C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, par le biais de l'ADDS, a entrepris la construction de ce forage inscrit dans le cadre du projet d'urgence à la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Écoutons à présent l'intervention du député de la région. Je vais profiter de cette occasion pour envoyer un message sur l'excellence de Monsieur le Président de la République. C'est grâce à lui, ce village a été développé. En premier lieu, il a amené l'eau de 11,5 km de l'eau de Garelé. Après, il a créé le forage dans le plateau du Daï. Là où on avait dit qu'il n'y a pas de l'eau, il a fait toutes les possibilités, toutes les nécessaires. L'électricité, il a amené aussi pour tout le village. Et on a fait le forage de profondeur de 400 mètres. Là où on avait dit qu'il n'y a pas de l'eau, on a eu l'eau très potable. Mais maintenant, les populations sont multipliées. Il y a des jardins, des projets, de tout ça. Et le forage est très insuffisant. Et pour continuer le développement des forages, on a demandé à monsieur le président de la République, qui habite avec nous, dont la population est toujours atteinte, de nous multiplier des forages. Comme on a des terres très fertiles, on a besoin uniquement de 3 forages. J'ai fait appel au président pour nous aider à créer de nouveaux forages. Et à présent, place à l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Nous sommes ici à l'emplacement même du réservoir de 100 mètres cubes d'eau pour pouvoir non seulement avoir une meilleure gestion de l'eau, parce que ce réservoir va servir en tout cas de tirer son eau à partir du forage. Environ une cinquantaine de ménages qui vont bénéficier de cette adduction d'eau, mais également tous les ouvrages collectifs du public, c'est-à-dire l'hôpital, l'école et le collège également. Ainsi que les ménages. Donc ce réservoir de 100 mètres cubes d'eau va permettre de mieux gérer l'eau qui est tirée du forage et mieux la répartir pour toute la localité de Daï. Bien sûr, je pense que ce n'est pas encore suffisant. Le besoin était énorme ici dans la localité. Nous allons donc œuvrer davantage pour renforcer tous nos ouvrages hydrauliques, mais également le ministère de l'Agriculture œuvre sans cesse également pour remédier à cette problématique de l'eau, pas seulement à Daï, ni dans la région de Tadjoura, mais partout sur le territoire national. Et après la cérémonie d'inauguration du réservoir et du système d'adduction en eau, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée de sa délégation, a tenu une rencontre avec la communauté du Daï et des localités environnantes. À leur arrivée, un accueil des plus chaleureux leur a été réservé par les habitants qui attendaient avec impatience cette visite depuis le lancement de la semaine de la solidarité. Les autorités régionales de Tadjoura ainsi que plusieurs parlementaires ont également accompagné la ministre durant ce déplacement. Lors de cette réunion, les habitants du plateau du Daï ont exprimé leurs doléances et besoins auprès de la ministre. Cette dernière a pris le temps de les écouter attentivement et a promis de répondre à leurs préoccupations dans les meilleurs délais.
صوتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعية دايما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدو الشعب فيك فاخر بحكمتكم الوزارة أنجزت إنجاز زاهر شعبنا موحد نعم للتقدم زاهر مدني موين كيتينو الوحدة مدني موين كيتينو الوحدة بحكمتكم الوزارة أنجزت إنجاز زاهر شعبنا موحد نعم للتقدم زاهر مدني موين كيتينو الوحدة مدني موين كيتينو الوحدة أصلا يمكننا فرحتها موجودة. Les autorités régionales ont profité de cette occasion pour saluer l'accueil exemplaire des habitants. Le président du conseil régional, Omar Hussein, a notamment assuré qu'il soutiendrait les agriculteurs dès que l'eau serait disponible en abondance. Il a également mis en avant l'expérience du conseil régional dans le domaine agricole, notamment grâce à un périmètre agricole exploité dans le cadre d'un projet d'hydroponie. De son côté, le préfet Mohamed Hamad Abbas s'est adressé au Oukal, chef coutumier, rappelant le rôle essentiel dans l'identification des familles vivant dans des conditions précaires. Il les a appelés à collaborer étroitement avec les autorités lors de la distribution de vivres et de matériaux. Et les représentants de la population ont ensuite pris la parole pour remercier la ministre de sa présence et de son écoute. Ils ont exprimé leur gratitude pour l'inauguration du réservoir de 1000 mètres cubes, un projet crucial pour la région. Ils ont également formulé plusieurs demandes, notamment l'augmentation du nombre de forages et de réservoirs pour garantir une quantité suffisante d'eau, tant pour les besoins de la population que pour l'exploitation agricole, la mise en place de transferts monétaires et alimentaires et le soutien aux femmes souhaitant développer des activités génératrices de revenus. La ministre, dans sa réponse, a exprimé sa volonté de travailler avec les différentes parties prenantes pour répondre à ces attentes, mettant l'accent sur l'importance d'une collaboration active entre les autorités locales et les communautés pour concrétiser ces projets. On l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoke yoluk yemete marah abten adamee garayul kul salega dagaya. Je suis toujours très contente et très émue de me retrouver dans ces assises communautaires parce que ça nous permet de bien faire notre travail d'écouter et de ne pas imposer des projets qui ne sont pas les vôtres. Et on est là pour écouter, pour essayer de voir vos priorités. Et ce que le gouvernement demande, c'est que également de votre côté, vous puissiez prioriser vos besoins pour qu'on puisse mieux y répondre. Comme le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, le répète souvent, et dernièrement lors du lancement de la Semaine nationale de solidarité à Alice Abier, il a donné les objectifs de ce ministère, les objectifs et les enjeux également que représente la pauvreté et la lutte contre les disparités régionales. C'est vraiment une priorité chez lui et ce ministère a été créé dans cet objectif de pouvoir mettre sur le même piédestal les personnes qui habitent dans la capitale, les personnes qui habitent dans les chefs-lieux, au même titre que les personnes qui habitent dans les localités, même les plus éloignées de notre pays. Les instructions que nous avons, c'est ne pas déplacer ces populations pour venir toquer à vos portes du ministère. C'est un trajet pour eux, c'est des éleveurs, c'est des nomades, c'est des agriculteurs. Donc pour eux, le temps, c'est de l'argent. C'est à nous de se déplacer, c'est à nous de venir vous voir, c'est à nous de vous écouter. Le président de la République, c'est aussi le président de la République, certes, mais c'est aussi un de vos frères, un de vos fils,
parce qu'il a choisi Daï également pour être résident ici. Et c'est pour ça que quand vous l'interpellez en tant que voisin, en tant que frère, c'est valable et je sais qu'il connaît très bien ce qui se passe à Daï. Moi, si je suis ici aujourd'hui avec vous, ce n'est pas seulement de répondre aux besoins qui représentent seulement ou qui vont dans le sens seulement des prérogatives de mon ministère. Nous sommes un seul gouvernement et si c'est un autre membre du gouvernement qui doit répondre à cette priorité qui est l'eau, je vais transmettre également au ministre de l'Agriculture chargé de l'eau, mais également au président de la République. Tadjoura est vraiment bien loti, alhamdoulilah. Il y a moins d'un mois, le président de la République a inauguré le grand CHU de Tadjoura. Et donc, vous avez tout à proximité. Nous remercions vraiment la vision du chef de l'État dans le domaine social, mais également dans tous les domaines. Mais ce CHU à Tadjoura a déjà vu en moins d'1 mois une fréquentation vraiment incroyable au niveau des chiffres, au niveau des statistiques. Nous sommes très fiers de votre résilience, de ce que vous faites dans votre localité, de votre attachement à cette localité. Comme vous l'avez dit, Daï s'agrandit et nous souhaiterons qu'elle s'agrandisse encore plus. Et le problème de la piste, en tout cas en ce qui nous concerne, sera mis dans les priorités de nos actions pour Daï. La région de Tadjoura est la région parmi les 5 qui bénéficie de plus de transferts monétaires et de transferts en nature de tout le pays. Ce que nous donnons, quand il est réparti, ça devient minime. Donc, Inch'Allah, bi'iznillah ta'ala, la veille, où on est au mois de Ragab, la veille du mois de Ramadan, déjà nous allons faire le nécessaire, bi'iznillah, pour le mois de Ramadan. Et par la suite, les répartitions vont être rehaussées pour tout l'ensemble de la sous-préfecture de Randa, mais spécialement et spécifiquement pour Daï, bi'iznillah. Bonne nouvelle pour les femmes, c'est un message de la première dame, Hoyo Hajia Khadra Mahmoud Haïd, pour les femmes de Daï. Elle a une très bonne nouvelle pour vous qu'elle m'a demandé de vous transmettre. Vous avez soulevé la priorité de la réhabilitation du local des femmes pour la couture, etc., du local UNFD. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la Première Dame nous a vraiment instruit pour le faire rapidement et les fonds sont déjà disponibles et bi'iznillah, ça va débuter dès notre départ, Inch'Allah, on va commencer à réhabiliter ce logement, ce local. Également, la doléance qui a été faite pour que ça soit régulier, les couvertures, pour ici la température elle est assez élevée. Subhanallah, ça aussi la Première Dame a déjà répondu, elle a dit c'est une région qui est froide parce qu'elle habite avec vous, hein, donc elle sait. Donc ça aussi, Inch'Allah, bi'iznillah, tous les ans, l'UNFD va faire donc ce travail de fournir les couvertures et ça serait, Inch'Allah, d'une manière régulière. Vous avez également parlé de la caisse communautaire. Il n'y aura pas une caisse de solidarité, il y aura 5 caisses de solidarité, chacune dans les Sekouaboussa, Inch'Allah. Pour Daï Village, pour Daï, ici, localité village, nous allons injecter un fonds de 700 000 francs Djibouti. Pour les autres localités de Sekouaboussa, nous allons injecter 400 000 par caisse, Inch'Allah. Les périmètres agricoles sont des activités génératrices de revenus, sont des activités qui autonomisent les femmes, qui autonomisent la communauté. Nous sommes prêts vraiment à vous accompagner au nom du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, au nom également de la Première Dame. J'aimerais vous remercier pour tout l'accompagnement que vous faites au gouvernement d'une manière générale. Nous sommes tous porteurs d'un seul slogan, celui de la cohésion nationale. Jira Ojoga, Inch'Allah. Alors que la bande de Gaza tente de se relever après des semaines de violences meurtrières, le Caire intensifie ses efforts pour garantir une paix durable. La suite dans cette séquence. Le président égyptien a déclaré que son pays mettrait tout en œuvre pour garantir que le cessez-le-feu à Gaza soit pleinement appliqué. Ces commentaires ont été faits lors d'un événement annuel célébrant le policier égyptien. Lors de son discours, Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'Égypte continuerait ses efforts de médiation et que le pays consacrerait toutes ses forces pour garantir que le cessez-le-feu tienne. L'Égypte s'efforce de toutes ses forces et par des efforts sincères de rejeter la violence et de chercher la paix, a-t-il déclaré. Nous mettrons tout en œuvre pour mettre en
en œuvre cet accord dans son intégralité dans le but d'arrêter le fusion des sons de nos frères palestiniens et de restaurer les services dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu qui en est à son 4e jour est censé apporter un peu de calme à la bande de Gaza dévastée par la guerre pendant au moins 6 semaines. La campagne militaire d'Israël a tué plus de 47 000 Palestiniens à Gaza selon les autorités sanitaires locales qui affirment que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié de victimes sans préciser combien parmi les morts étaient les combattants. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.